Merci à la SSVQ, à vous, aux organisateurs de m'avoir invité. Votre popularité à la SSVQ est impressionnante et en fait, les sujets sont toujours d'intérêt. Donc, je vous présente un peu mes conflits d'intérêts potentiels en recherche, en consultation et conférence. Je vous laisse quelques secondes pour regarder ça. Donc, les objectifs de notre présentation aujourd'hui sont de maîtriser les définitions de l'anémie ferriprive les plus utilisées dans la maladie cardiovasculaire, d'identifier les liens entre les conditions cardiovasculaires et le pronostic lié à l'anémie ferriprive et à la carence en fer, comprendre les données et leurs conséquences par le biais d'essais cliniques récents sur l'anémie ferriprive dans l'insuffisance cardiaque, où il y a beaucoup de données sur ce sujet. Reconnaître en résumé les lignes directrices sur l'anémie ferriprive dans l'insuffisance cardiaque comme exemple de maladie cardiovasculaire. Et la seule où il y a vraiment des recommandations claires, bien qu'il peut y avoir certains domaines où les patients, comme par exemple en périopératoire, il peut y avoir plus de données. Donc, les seuils qui définissent l'anémie selon l'OMS, l'absence d'anémie chez la femme, c'est 120, je l'ai mis en grammes par litre comme on l'utilise au Québec. Pour la femme, donc plus grand ou égal à 120, on n'a pas d'anémie. Femme enceinte, qu'on voit moins en maladie cardiovasculaire, plus grand ou égal à 110, normal. Et chez l'homme, plus grand ou égal à 130, normal. Donc, l'anémie dans l'insuffisance cardiaque, si on la prend comme un prototype ici de la maladie cardiovasculaire, la définition finalement va revenir dans la majorité des études. Donc, la prévalence de l'anémie va être définie comme une hémoglobine, comme on l'a vu, en bas de 130 chez l'homme et en bas de 120 chez la femme. Et ça implique environ 30% des patients dits insuffisants cardiaques stables ou compensés versus à peu près 50% chez les patients hospitalisés. Bien que dans l'insuffisance cardiaque chronique aussi, ça peut monter à 50%. Versus moins de 10% dans la population générale, bien qu'on sait que la prévalence augmente avec l'âge, comme on a plus que 20% chez les patients qui ont plus de 85 ans. Comparé aux patients non anémiques atteints d'insuffisance cardiaque, ceux qui sont anémiques sont plus âgés, plus susceptibles d'être des femmes diabétiques, maladies rénales chroniques, insuffisance cardiaque plus avancée, avec plus de diminution de capacité à l'effort, des œdèmes plus importants, une pression artérielle plus basse, plus de diurétiques à bord, une activation neuro-hormonale et de cytokines pro-inflammatoires plus élevée. La carence en fer ou iron deficiency, vous allez voir ID parfois ici pour réduire le texte. J'ai utilisé le terme anglophone dans l'insuffisance cardiaque. Donc, carence en fer, ça concerne à peu près la moitié des patients insuffisants cardiaques, avec des estimations pour l'insuffisance cardiaque chronique qui varie de 47 à 68% selon la définition de carence en fer qui va être utilisée. Dans le fond, plus la fraction d'éjection est haute, si on veut, plus la prévalence est élevée de carence en fer. Mais c'est quand même des chiffres qui se ressemblent, comme on va voir. Dans certaines cohortes, la prévalence de la carence en fer était similaire, peu importe s'il y avait de l'anémie ou non, tandis que dans d'autres cohortes, si les patients sont anémiques, il y a plus de carence en fer que chez les non-anémiques. Donc, l'anémie ferriprive et la carence en fer. Le fer, et ça, c'est dans toute la physiologie ou n'importe quelle maladie, est nécessaire dans tous les systèmes pour les différents processus métaboliques que sont l'érythropoïèse, la fonction mitochondriale, le transport d'oxygène, le métabolisme musculaire, cardiaque et squelettique, les systèmes immunitaires et nerveux, la réponse inflammatoire, le métabolisme des lipides, et j'en passe. La définition de carence en fer utilisée dans le domaine de l'insuffisance cardiaque et dans les essais cliniques randomisés, le plus fréquemment, c'est une ferritine inférieure à 100 jusqu'à présent, ou une concentration de la ferritine entre 100 et 299 avec une saturation de la transférine inférieure à 20%. Ces seuils viennent du domaine de la néphrologie, donc insuffisance rénale chronique, où ils avaient une bonne performance en termes de sensibilité et spécificité pour diagnostiquer des carences en fer, mais aussi comme cible de thérapie pour le fer intraveineux. Ici, un tableau, dans le fond, qui résume, ça vient de la publication, de revue de Savarese et collaborateurs, European Heart Journal 2023, où c'est très intéressant. On regarde la carence en fer dans différentes maladies cardiovasculaires, en commençant par l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection inférieure à 50%, qui a été le plus étudiée. Donc, la prévalence
donc 50%, parfois même plus, comme on a vu. Et on a regardé l'association entre la carence en fer et les issues cliniques. On sait que c'est associé à une augmentation de mortalité, d'hospitalisation, une diminution de la qualité de vie et du statut fonctionnel, la capacité à l'effort. Et la réponse au traitement par le fer intraveineux a été bien étudiée, comme on a vu, avec une diminution des hospitalisations, des symptômes, une amélioration de la qualité de vie, une amélioration de la capacité fonctionnelle. Et le fer est dans les recommandations aux États-Unis, en Europe et au Canada, comme on va le voir. L'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection 50% et plus. On sait que c'est très prévalent, comme on a dit un peu plus même que la fraction d'éjection plus basse. Et c'est associé à une baisse de qualité de vie et une diminution de la capacité à l'effort, mais pas beaucoup de données, en fait, sur la réponse au fer intraveineux. Et ce n'est pas dans les recommandations. Pour la maladie coronarienne, on a également une très forte prévalence de carence en fer. Jusqu'à 60%, et c'est associé à une mortalité accrue et des infarctus du myocarde, mais pas de données significatives sur la réponse au traitement par le fer intraveineux, du moins en maladie coronarienne chronique, et pas de recommandations formelles. Dans la maladie cérébrovasculaire, 40% à peu près de prévalence de carence en fer avec une association avec la baisse de statut fonctionnel. Pas de données franches sur la réponse au fer intraveineux et pas de recommandations dans les guidelines. Dans la sténose aortique, ça a été étudié après l'état vie. C'est prévalent autant que dans l'insuffisance cardiaque, à peu près 50%. Les données sont peu fréquentes et peu concluantes. Et on sait que donc dans la sténose aortique après TAVI, on n'a pas vu d'amélioration de la distance de marche de 6 minutes, la classe fonctionnelle YHA ou la qualité de vie, et ce n'est pas dans les recommandations. Dans la FA, également autour de 50% de prévalence de carence en fer, données inconclusives, pas de données sur le fer intraveineux significatives et pas de recommandations. Et dans l'hypertension pulmonaire, ça peut monter jusqu'à 70% la prévalence de carence en fer, des données inconclusives et des données plutôt rare aussi sur le traitement par le fer intraveineux et ce n'est pas dans les recommandations. Ici, on voit que je m'intéresse à la carence en fer ou à l'anémie dans l'insuffisance cardiaque depuis quand même assez longtemps. On avait fait ce schéma-là en 2014 qui montre les mécanismes principaux qui sont impliqués dans l'anémie de l'insuffisance cardiaque et en fait de plusieurs maladies chroniques, incluant les maladies cardiovasculaires, puisque comme c'est très à la mode ces temps-ci, la maladie cardiovasculaire est souvent associée à de l'inflammation à bas bruit, qui est un mécanisme principal dans l'anémie dans l'insuffisance cardiaque. Si on part du centre, on regarde la dysfonction ventriculaire, gauche ou droite ou les deux, une baisse de perfusion tissulaire, une baisse du flot rénal et l'insuffisance rénale qui est multifactorielle dans l'insuffisance cardiaque et qui atteint environ 50% des patients, va mener à une diminution de l'EPO ou une érythropoïèse inefficace. Et également, par les mécanismes inflammatoires, on va avoir un impact sur la moelle osseuse et sur la production d'érythropoïétine qui va être diminuée. Et on va voir dans les prochaines diapos l'hepcidine, qui est une protéine clé dans le métabolisme du fer lié à l'inflammation, qui est un marqueur important dans l'anémie des maladies chroniques et notamment de l'insuffisance cardiaque. Également, on peut avoir un déficit en fer absolu qui va être lié à de la malabsorption, les maladies gastro-intestinales et de la congestion, principalement dans l'insuffisance cardiaque. On va le revoir, des pertes occultes. En fait, dans les études récentes, on nous disait si la ferritine est inférieure à 15, il faut vraiment chercher une cause de perte de sang. Alors, on ne peut pas laisser ça juste comme ça. Puis, même la recherche de sang occulte dans les selles était probablement insuffisante selon ce qui est dans les protocoles les plus récents. Par ailleurs, si on retourne à l'insuffisance cardiaque, on va avoir des marqueurs de remodelage qui vont être modifiés, comme on va voir en lien avec l'anémie. Et dans l'insuffisance cardiaque, le système rénine-angiotensine, l'aldostérone est activé. On a une augmentation de volume plasmatique. Et dans plusieurs cas, l'hypervolémie et l'hémodiminution vont contribuer à l'anémie en insuffisance cardiaque. Et bien sûr, il faut regarder aussi, lorsqu'on a une anémie, nos causes classiques, B12, TSH, dénutrition. Donc, on avait fait, avec mon premier projet FRQS, une comparaison entre les patients anémiques dysfonction systolique, insuffisance cardiaque, anémique dysfonction systolique,
avec anémie et sans anémie. Et le troisième groupe, c'était l'insuffisance rénale au moins modérée, avec un DFG inférieur à 60 et une fraction d'éjection d'au moins 50 à peu près 50 patients par groupe, parce qu'à ce moment-là, tout le monde disait, l'anémie dans l'insuffisance cardiaque, c'est juste dû à l'insuffisance rénale chronique, puis peut-être l'hémodilution. Bon, alors, ce qu'on a vu dans cette étude, c'est que il y avait plusieurs marqueurs qui étaient associés à l'anémie. Donc, l'interleukine 6, l'interleukine 10, des marqueurs de remodelage qu'on voit ici, des marqueurs d'étirement des myocytes, donc le NT-proBNP, augmentation des pressions intraventriculaires, et la mort cellulaire, la troponin T, étaient tous reliés à l'anémie dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite en comparaison avec les autres groupes. Et donc, on concluait que le remodelage myocardique, l'inflammation et l'hypervolémie sont les marques distinctives de l'anémie dans l'insuffisance cardiaque. Si on regarde maintenant le récepteur soluble de la transférine et l'hepcidine, est-ce qu'ils sont plus sensibles pour détecter une carence en fer? Alors, on va passer quelques diapos là-dessus. L'hepcidine est synthétisée par le foie, un régulateur clé de l'homéostasie du fer. Elle se lie à la ferroportine, on va voir un schéma, qui va mener à son internalisation, bloquer l'exportation du fer des cellules intestinales et le recyclage du fer à partir des macrophages du système réticulo-endothélial. Donc, contribue, ici, on voit l'anémie des maladies chroniques qui nous apparaît, là, mais hepcidine a donc un rôle clé là-dedans. Et les niveaux circulants d'hepcidine sont régulés par les réserves de fer. Quant au récepteur soluble de la transférine, STFR, il provient des cellules qui métabolisent le fer. Il reflète la demande en fer des tissus. Alors, lorsque la livraison de fer aux tissus est insuffisante pour les besoins métaboliques, l'expression du STFR augmente pour faciliter l'entrée intracellulaire du fer. Alors, en 2016, on avait écrit que la combinaison de la ferritine et du STFR pourrait éventuellement être une méthode plus précise pour évaluer le déficit en fer ou carence en fer de manière non invasive. C'est pas resté, c'est quand même un peu compliqué à mesurer. Jusqu'à date, on l'utilise pas en pratique clinique, mais au niveau mécanistique, c'est très intéressant. Alors ici, on a au niveau imagé, donc l'inflammation qui entraîne une augmentation de la libération d'hepcidine par le foie. Et ça va ici réguler à la baisse la ferroportine, donc le transport du fer alimentaire de la cellule intestinale vers la circulation et le transport du fer en dehors des macrophages. Donc, on peut utiliser moins de fer, donc on peut avoir une carence relative en fer à ce moment-là, qui est liée à l'inflammation principalement. Donc, état inflammatoire chronique, on l'a dit dans la maladie cardiovasculaire, plusieurs maladies cardiovasculaires et non seulement l'insuffisance rénale chronique entraînent une diminution de l'absorption du fer, de sa mobilisation, donc carence en fer fonctionnelle. Et aussi dans les cas plus graves ou de maladies moins bien contrôlées d'insuffisance cardiaque, en plus de l'inflammation, on a aussi souvent une malabsorption, comme par exemple dans les cas de défaillance droite avec édème qui peut parfois atteindre les parois intestinales. OK. Alors, chez les patients qui ont d'insuffisance cardiaque, les concentrations sériques du récepteur STFR, qui médiatise l'endocytose des complexes transférine-fer dans les cellules, surpassent les concentrations sériques de ferritine ou de saturation de la transférine pour prédire les carences en fer dans la moelle osseuse, comme on a vu dans les études qui sont citées en bas. En plus, la saturation de la transférine inférieure à 20 et le fer à 13 et moins avait une sensibilité de 94 une spécificité de 84 et 88 pour prédire la carence en fer au niveau de la moelle, qui est l'étalon d'or, tandis que la définition courante qu'on a vue plus tôt de carence en fer n'avait que 82 et 72 respectivement. Donc, plus de performance quand même au niveau du STFR, de la saturation de la transférine et du fer sérique. Puis on va voir que ça semble vrai avec les études plus récentes. Je vous parle des inhibiteurs SGLT2. Ici, ça dit dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, mais on a vu avec les études initiales que le diabète est aussi une maladie qui est associée à l'inflammation, mais si les inhibiteurs SGLT2 sont bénéfiques dans le diabète, dans la maladie cardiovasculaire athérosclérotique, comme on a vu avec les études pionnières. Ensuite, pour prévenir donc la maladie cardiovasculaire plus avancée et l'insuffisance cardiaque. Et en insuffisance cardiaque établie, tant en fraction d'éjection réduite
comme dans DAPA-HF, que dans les études subséquentes en bleu, en bas à droite. À ce moment-là, on a des données significatives pour montrer que l'inhibiteur SGLT2 va améliorer les issues cliniques. Et pourquoi c'est important dans cette présentation-ci? Parce que nos patients vont être beaucoup sous inhibiteurs SGLT2 dans la maladie cardiovasculaire, incluant diabète à maladie athérosclérotique et dans l'insuffisance cardiaque, tant que dans l'insuffisance rénale. Et comment ça affecte le fer? Bien, ça peut être important de le comprendre et c'est d'intérêt actuel dans des publications récentes, comme je vais vous le montrer. Alors, dans DAPA-HF, qui est une grosse étude de SGLT2 inhibiteur d'alpha-glyphosine en fraction d'éjection réduite. La carence en fer a été définie comme un niveau de ferritine en bas de 100 et une saturation en bas de 20 avec une ferritine entre 100 et 300, comme la définition standard. On avait mesuré des biomarqueurs supplémentaires du métabolisme du fer, notamment le récepteur soluble de la transférine, l'érythropoïétine, l'hepcidine, à 0 et 12 mois. Et comme vous savez, le critère principal était celui d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, vous êtes aux urgences pour insuffisance cardiaque ou décès d'origine cardiovasculaire. Et sur les 4700 patients randomisés, il y avait environ 3000 patients qui avaient des mesures de la ferritine et de la saturation de la transférine. Et 1300 patients, ou 44 avaient une carence en fer. Le critère principal de l'étude est survenu de manière plus élevée chez les patients qui avaient une carence en fer, 16,6 personnes années, et comparé à ceux sans carence en fer, 10,4 personnes années, avec une valeur de P très significative entre les deux groupes. L'effet de la dapagliflozine sur le critère principal de l'étude était similaire que les patients sont déficients en fer ou pas, avec une valeur de P pour interaction non significative. Et on a vu aussi des résultats similaires pour le décès d'origine cardiovasculaire, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et la mortalité de toute cause. La saturation de la transférine, la ferritine et l'hepcidine ont diminué et la capacité totale de fixation du fer et le récepteur soluble de la transférine ont augmenté avec la DAPA par rapport au placebo. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut? Que la carence en fer était fréquente dans DAPA-HF, associée à un moins bon pronostic en termes d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou mortalité cardiovasculaire, comme dans les études plus anciennes. Et la DAPA semblait augmenter l'utilisation du fer, mais améliorait les résultats cliniques, indépendamment du statut en fer au début de l'étude. Et après ça, professeur Milton Packer s'est beaucoup intéressé, ou en même temps que ça, et même probablement avant, aux mécanismes qui sous-tendent les bénéfices des inhibiteurs SGLT2 sur l'érythropoïèse, parce que ça, c'est connu. Il y a Sabot Verma aussi qui a bien étudié ça au niveau d'études animales. Et si on regarde ici ce qui est proposé par Milton Packer, alors il y a des mécanismes qui sont plus évidents, qui ont été mieux démontrés que d'autres dans ce schéma. Alors, notamment que les SGLT2 inhibiteurs diminuent l'inflammation et en augmentant l'hémoxydase et le SIRT1, sirtuitine 1, on va à ce moment-là mener à une diminution de la libération ou la production d'hepcidine hépatique. On va augmenter le HIF2A, Hypoxia Inducible Factor 2A, 2-alpha, et ça, Dr. Vallée pourra nous en parler. C'est populaire en effet aussi, comme au lieu de donner du fer, on peut donner des molécules qui agissent au niveau de ce système-là. Mais si on augmente le facteur HIF2-alpha hépatique et rénal, on va augmenter l'érythropoïétine hépatique et rénale, et donc augmenter l'érythropoïèse. Et finalement, le fer cytosolique, selon les hypothèses de Milton Packer, va se retrouver augmenté. En fait, on a une meilleure utilisation du fer avec les inhibiteurs SGLT2. Et dans une étude récente, cette fois, au niveau de diabète type 2 et insuffisance rénale chronique, des données de l'étude de l'essai DELIGHT, on a démontré des choses similaires. Donc, la dapagliflozine augmente l'hémoglobine et réduit la ferritine, ainsi que des marqueurs urinaires d'inflammation, suggérant des effets potentiellement importants sur le métabolisme du fer et l'inflammation avec l'inhibiteur SGLT2 dapagliflozine. Donc, les recommandations canadiennes, ce qu'on avait dit en 2017,
c'est que la définition de la carence en fer, on avait pris celle qui était utilisée dans les essais cliniques qu'on a vu tantôt, la thérapie par fer intraveineux doit être envisagée chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et de carence en fer afin d'améliorer la tolérance à l'effort, la qualité de vie et réduire les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. À ce moment-là, la plupart des études à partir de la 3e ligne, ici sur la diapo, avaient déjà été publiées. Et les 2 premières étaient en cours de production ou tout juste publiées. Donc, on voit les agents qui ont été utilisés, le fer isomaltoside, fer carboxymaltose, le fer sucrose. Donc, c'est grâce à ces données-là qu'on avait pu écrire ça. Et après, il y a quand même eu pas mal plus de données, dont ici, on rajoute dans la revue de Savarese et collaborateurs des études plus récentes, Iron Out HF sur le fer Peros, dont on va discuter dans la prochaine diapo, 225 patients, et Affirm HF, environ 1100 patients. On regarde ici fer Peros versus placebo, fer carboxymaltose versus placebo et insuffisance cardiaque chronique avec fraction d'éjection réduite pour Iron Out HF, fraction d'éjection en bas de 50 dans Affirm HF en insuffisance cardiaque aiguë, tout juste après une insuffisance cardiaque aiguë compensée. La définition de la carence en fer, c'est celle qu'on a vue et qui est utilisée dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Et vous avez les issues primaires ici qui étaient des issues de tolérance à l'effort, sauf dans Affirm HF, pour la première fois, on regardait vraiment des hard outcomes ou des issues cliniques majeures, donc hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou mortalité cardiovasculaire. Si on revient brièvement à Iron Out HF, donc on sait que l'utilisation du fer Peros est quand même limitée par la quantité de fer qui est absorbée. Ça va prendre plusieurs mois à répléter la part, par exemple, des insuffisants cardiaques en fer avec du fer Peros. C'est pas toujours bien toléré avec un goût métallique. Il y a beaucoup d'effets secondaires tels les nausées, la diarrhée, la constipation, les flatulences. Et actuellement, les essais qui ont été faits ne soutiennent pas l'utilisation de fer Peros pour répléter la carence en fer dans l'insuffisance cardiaque, dont Iron Out HF, qui est l'étude principale finalement sur ce sujet, 225 patients, prise de fer polysaccharides Peros ou placebo pendant 16 semaines et les changements de VO2 max étaient très comparables dans les 2 groupes. Comment ça s'explique ces résultats neutres? Outre peut-être le vrai manque d'efficacité, l'utilisation d'un critère principal qui a peut-être été inapproprié pour cette population. On sait quand même que le VO2 max, c'est un critère qui peut être étalon d'or dans certaines situations d'insuffisance cardiaque, mais peut-être que c'était pas le cas cette fois dans cette étude. Et aussi, il y a plusieurs patients qui étaient peut-être pas déficients en fer tant que ça, puisque les valeurs médianes de saturation de la transférine de ferritine, était de 75. Donc, il y en avait sûrement plusieurs qui approchaient le 100 qui étaient au-dessus même, et 19 pour la saturation de la transférine. Donc, ça veut dire qu'il y en avait plusieurs qui étaient au-dessus de 20 au début de l'étude. Donc, peut-être qu'il n'y avait pas de vraie carence en fer et un traitement qui était relativement court, 16 semaines. Donc, il y a peut-être des patients qui pourraient bénéficier de fer Peros et on pourrait s'en parler plus tard. Surtout si c'est trop compliqué finalement de donner du fer intraveineux. Mais ça ne devrait pas l'être aujourd'hui au Québec. Si on regarde Affirm HF, ça a été publié en 2020 dans Lancet et en gros, 76 et 42% étaient anémiques avec une définition un peu moins standard pour les études ici, en bas de 120 pour tout le monde. 76 et 68% des patients avec et sans anémie, respectivement, avaient une ferritine en bas de 100, alors que 24 et 32% avaient les critères plutôt de ferritine entre 100 et 300 avec une TSAT en bas de 20%. Fait que la majorité avait utilisé le critère de ferritine en bas de 100. Et 27% des patients dans le groupe fer carboxymaltose avec anémie avaient reçu au moins 3 doses de traitement contre 61% dans le groupe placebo, qui était du placebo. On regarde ici les résultats principaux, donc les sous-primaires, hospitalisation totale pour insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire, avec un p-value qui n'était pas inférieur à 0.05, même s'il y a une différence entre les 2 groupes. Hospitalisation cardiovasculaire totale et mortalité cardiovasculaire, un P qui est sur la valeur de 0.05
Et par contre, au niveau des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, ici, on parle d'un groupe de patients qui vient d'avoir une décompensation d'insuffisance cardiaque aiguë, donc un bénéfice net. Et on voit ici, c'est à 1 an, donc 52 semaines après la randomisation, l'effet est encore persistant. Donc, définitivement intéressant pour les patients qui ont été hospitalisés pour insuffisance cardiaque quant à la réduction de leur réhospitalisation. Donc, ce qu'ils ont conclu, c'est qu'il n'y avait pas d'interaction significative entre le statut anémique et l'effet du traitement pour aucun des critères étudiés. Le taux d'événement pour le critère principal d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et décès cardiovasculaire était plus faible avec le fer carboxymaltose qu'avec le placebo, peu importe si le patient était anémique ou non. La qualité de vie aussi, mesurée par le KCC12, a été améliorée de manière numérique avec le fer carboxymaltose par rapport au placebo chez les patients anémiques et non anémiques. Donc, on conclut que la correction de la carence en fer avec le fer carboxymaltose chez les patients stabilisés après un épisode d'insuffisance cardiaque aiguë a amené à une amélioration clinique indépendamment du statut anémique. Et comme on vient de voir, le bénéfice était quant aux issues cliniques majeures, surtout sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et donc, ensuite, ce qu'on ne savait pas aussi, c'est est-ce qu'un traitement à plus long terme, plus de 12 mois de fer intraveineux chez les patients insuffisants cardiaques, on avait un bénéfice. Et Ironman a voulu répondre à ça. On savait qu'il y avait une amélioration de la qualité de vie, de la capacité à l'effort et des diminutions des réhospitalisations qu'on a vu avec toutes les études antérieures lorsqu'on corrige la carence en fer chez les patients insuffisance cardiaque, mais à plus long terme, on ne savait pas. Donc, Ironman, qui a été réalisé surtout au Royaume-Uni, fraction d'éjection 45 et moins dans les derniers 2 ans, classe fonctionnelle 2 à 4. La définition ici de la carence en fer, c'est une saturation en bas de 20 ou une ferritine en bas de 100. Et comme on veut des patients quand même à risque d'avoir des événements cardiovasculaires, on avait demandé que les patients avaient été soit hospitalisés pour l'insuffisance cardiaque dans les derniers 6 mois ou qui avaient un T-proBNP plus que 250 en rétinusal ou plus que 1000 s'ils étaient AFA. On excluait les patients avec une hémoglobine inférieure à 90, ainsi que les femmes avec une hémoglobine plus que 130 et les hommes avec une hémoglobine plus que 140. Et ça, intéressant à retenir, en insuffisance cardiaque, on excluait les patients qui avaient une ferritine plus que 400, les patients qui avaient un DFG inférieur à 15, puisqu'ils devraient plutôt suivre les guidelines des néphrologues pour l'insuffisance rénale chronique sévère quant à la replétion du fer. On excluait les patients qui avaient fait un infarctus AVC, une procédure cardiaque dans les derniers 3 mois et le reste est pas mal standard. On avait aussi exclu les patients qui avaient une infection active, mais ça sera pour un autre débat. En fait, l'étude, donc, selon les critères qui sont ici, avec les taux d'hémoglobine et le poids, on reflétait le fer selon la prescription CIBA. Si la ferritine, à la semaine 4, au mois 4 et ensuite aux 4 mois, si la ferritine était inférieure à 100 ou la saturation inférieure à 25 en autant que la ferritine demeurait à 400 et moins. Ici, on voit que dans les presque 600 patients par groupe, l'âge moyen était autour de 73 ans, ce qui est quand même pas loin de notre pratique clinique, bien que des fois, ça dépasse ça. Beaucoup d'hommes dans cette étude, classe fonctionnelle 2 majoritairement, mais beaucoup de classe 3 aussi. Fraction d'éjection basse, 32-35 Et ce qui est intéressant, c'est que la saturation de la transférine est à 15 en médiane et personne ne dépassait 20. Et la ferritine était à 50 à peu près en médiane et personne était supérieur à 100, vraisemblablement, ou peu de personnes. Et le DFG médian était autour de 50. Ici, on ne verra pas tout en détail, mais à ceux qui ont été assignés au fer ici intraveineux, 98 ont reçu au moins une dose. Et par contre, là, ça s'est passé durant la pandémie. Donc, il y en a 217 sur 600 du groupe fer intraveineux qui ont reçu seulement une infusion, 226 2 infusions et 116 3 infusions ou plus. Alors, est-ce qu'il y a des patients qui ne voulaient pas venir ou que les hôpitaux ne pouvaient pas les faire venir pour recevoir les doses de fer, n'ont pas reçu assez de fer? C'est possible. Et à ceux qui étaient assignés au groupe traitement usuel, il y en a 17 quand même qui ont reçu une dose ou plus de fer intraveineux. Alors, ça s'est passé entre 2016 et 2021. La pandémie a commencé en 2020, au cas où on s'en rappellerait pas. Il a été suivi jusqu'en 2022 avec une moyenne de 2,7 ans et 5,4 ans au maximum.
Et ça, c'est l'issue primaire, donc hospitalisation pour insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire. Si on regarde en absolu avec l'étude au complet, ça ne rencontre pas la valeur de P significative, mais lorsqu'on fait des analyses de sensibilité COVID-19 et qu'on coupe les événements à partir du moment où la COVID est apparue dans les pays impliqués, là, on a une issue primaire réduite de 24 avec une valeur de P significative. Et si on fait des données similaires à ce qui a été fait dans la firme AHF, on obtient une valeur de P de 0.01. Donc, c'est sûr que la COVID a quand même a eu un impact significatif sur les essais cliniques, qui étaient en cours à ce moment-là. Hospitalisation pour insuffisance cardiaque, lorsqu'on regarde là, sans les analyses de sensibilité pour COVID, le seul critère qui était vraiment significatif, c'était l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque combinée avec AVC, infarctus ou mortalité cardiovasculaire, un premier événement. Quand même des issues cliniques importantes et intéressantes. Et si on regarde ici l'affaire FDI versus usuel, on a des effets secondaires ou la sécurité. Donc, pas de différence entre les deux groupes, sauf ici même pas mal moins d'événements cardiaques, effets secondaires cardiaques chez les patients qui étaient traités par l'affaire ou événements de sécurité cardiaque, donc tout ce qui était événements cardiaques répertoriés. Donc, dans un large éventail de patients avec insuffisance cardiaque, une fraction d'éjection réduite, une carence en fer, le FDI par voie intraveineuse est associé à un risque moindre de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque et de décès cardiovasculaire avec une valeur de P presque significative ou nettement une tendance. Et lorsqu'on faisait l'analyse qui avait été prédéterminée pour COVID-19, le critère principal était statistiquement significatif. Moins d'événements cardiaques graves indésirables, aucune augmentation cardiaque grave indésirable dans le groupe traitement avec le fer et aucune augmentation des événements indésirables graves liés à l'infection avec le FDI par voie intraveineuse. Donc, toujours des choses qu'il faut mettre en perspective. Et la dernière grosse étude qui a été présentée à la Société européenne en 2023 et publiée, à laquelle on a participé, et peut-être, j'espère, certains d'entre vous, c'était HeartFeed. Alors, pour les raisons qu'on voit ici, que la carence en fer est fréquente dans l'insuffisance cardiaque, qu'on a une association avec une moins bonne qualité de vie, une diminution de la capacité à l'effort et des moins bonnes issues cliniques, ça améliore la qualité de vie, la capacité à l'effort, mais est-ce que ça améliore vraiment les issues cliniques importantes de donner du fer intraveineux? Donc, on voulait savoir vraiment l'impact sur la survie et les hospitalisations, ici dans un contexte nord-américain ainsi qu'en Australie et Nouvelle-Zélande. Donc, l'autre étude qu'on a vue qui était à plus long terme au Royaume-Uni, mais ici, on regarde donc dans notre environnement, insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection à 40% et moins, avec une carence en fer définie comme d'habitude, et hospitalisé pour insuffisance cardiaque dans les derniers 12 mois ou augmentation de NT-proBNP dans les 90 jours à plus de 600 en sinusal ou à plus de 1000 en FA. 3000 patients, la plus grosse étude qui avait été faite sur le fer intraveineux jusqu'à présent. Suivi 6 mois, 12 mois et ensuite à chaque 3 mois avec des dosages aux 6 mois si nécessaire. Et les supprimaires hiérarchiques composés de mortalité de toute cause à 12 mois, hospitalisation pour insuffisance cardiaque à 12 mois et changement de la distance de marche 6-minute walk test à 6 mois. Issue secondaire principale, mortalité cardiovasculaire ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque. On a débuté donc le recrutement des patients en 2017 et terminé en 2021. Donc, encore une fois, on est dans la pandémie à la fin. On a arrêté de suivre les patients donc l'année passée, en février 2023. Donc, ici, on a les caractéristiques de base des patients un peu plus jeunes. Donc, et on voit Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe. Il y avait quand même une participation de certains pays d'Europe et fraction d'éjection 31%. Classe fonctionnelle 2, 3, 4, comme vous voyez ici, à peu près répartie entre 2 et 3. NT-proBNP 1400, 1500. Une hémoglobine autour de 125. Un DFG un petit peu plus haut.
Et le traitement médical, donc ISCA, ARA ou ARNI. L'ARNI, encore, on avait juste autour de 30 bêta-bloqueur, très bonne utilisation. ARM, autour de 55 antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes. Et ça, c'était une bonne utilisation. Si vous regardez toutes les études en insuffisance cardiaque, même si vous ne me croyez pas sur le coup, là, au niveau international, c'est parce que le Canada est vraiment fort en utilisation d'ARM. Quand on regarde au niveau international, ça, c'est une bonne utilisation des ARM en insuffisance cardiaque après injection réduite. Et les inhibiteurs SGLT2, malheureusement, on a vu que ça a commencé en 2017. Eh bien, au départ, là, c'était juste autour de 8 et de mémoire, comme ça avait doublé à la fin. Donc, si on regarde ici notre issue hiérarchique primaire, donc mortalité de toute cause, un peu moins avec le fer carboxymaltose, hospitalisation pour insuffisance cardiaque totale, un peu moins avec le fer carboxymaltose, et changement de 6-minute walk distance, là, quand même, on est un peu déçus, mais entre 4 et 8 mètres de différence de changement dans le temps. Donc, 4 mètres de bénéfice, c'est très peu, là, puisque 30 mètres vont être considérés significatifs en général. Et si le FDA avait dit, là, si vous voulez être une seule étude puis qu'on a une recommandation en Amérique du Nord, il va falloir que votre p-value soit inférieur à 0.01. Bien, malheureusement, c'était 0.019. Donc, l'étude était considérée négative avec un win ratio de 1.1 avec les valeurs que vous avez ici. Donc, tant jusqu'à la mortalité cardiovasculaire ou première hospitalisation pour insuffisance cardiaque, qui était secondaire la plus importante, on voit qu'il y en a un peu moins avec le fer carboxymaltose, mais quand même pas de différence significative avec un hazard ratio de 0.93 et une P, et on voit que la valeur entoure le 1. Tant jusqu'à la mortalité cardiovasculaire, encore une fois, pas de différence significative, même si le fer diminuait un peu, une diminution de 14 Par contre, le fer carboxymaltose était sécuritaire et a amélioré quand même l'issue hiérarchique, comme on a vu. En même temps, à la Société européenne de cardiologie à Amsterdam, on présentait une méta-analyse que je vais vous montrer brièvement qui incluait avec le fer carboxymaltose les données de HeartFit, de ConfirmHF et de AffirmHF, qui a montré donc chez un total de 4500 patients une réduction de mortalité cardiovasculaire ou hospitalisation cardiovasculaire totale de 14 significative. Et donc, ce qu'on dit, c'est que la totalité de l'évidence supporte la sécurité et les bénéfices cliniques du fer intraveineux dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite avec carence en fer. Et c'est une autre arme, dans le fond, dans notre ou notre article dans notre boîte d'outils, un autre outil pour ces patients. Et voici la méta-analyse en question qui a démontré une réduction des hospitalisations cardiovasculaires totales et de la mortalité cardiovasculaire par 14 avec une valeur de P significative et une diminution de 13 non significative des hospitalisations totales pour insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire. On voit ici hospitalisation cardiovasculaire et hospitalisation pour insuffisance cardiaque qui sont réduites de manière significative. Donc, on est vraiment sur les hospitalisations avec ces études sur le fer. Ici, durant la CC, tout récemment, ont été présentés 2 posters sur des sous-études de HeartFit où on a regardé la saturation de la transférine, donc inférieure à 20 ou 20 et plus, sur la mortalité de toute cause ou les hospitalisations cardiovasculaires. On voit que le critère de saturation inférieur à 20 démarque beaucoup mieux les patients qui vont bénéficier du fer intraveineux, ici carboxymaltose, et tandis que la ferritine ne démarque pas vraiment. Et si on regarde ici les corrélations entre les changements d'hémoglobine et les changements de saturation de la transférine, lorsqu'on prenait TSAT en bas de 20 il y avait une corrélation.
de même qu'avec les changements de fer intraveineux, mais pas de corrélation lorsqu'on regardait la ferritine en bas de 100 ou même en bas de 30. Donc, intéressant. Même chose, changement à 6 mois du 6-minute walk distance, corrélation avec les changements de TSAT et le changement de fer serré, mais pas de corrélation avec la ferritine. Donc, les résultats, puis ça, ces courbes-là sont quand même intéressantes également, comme vous voyez. Donc, ça, c'est la probabilité d'un événement. Et si vous regardez TSAT à moins de 20 on voit que la probabilité d'événement ici est importante. Alors qu'une ferritine en bas de 100, bien, ça ne semble pas avoir d'impact. Là, c'est plus peut-être qu'on commence à 30, mais selon ça, il n'y a pas beaucoup de corrélation. Mais donc, les résultats suggèrent que la ferritine va avoir moins d'impact que le fer sérique ou la saturation de la transférine. Donc, les taux circulants de fer et la saturation de la transférine devraient être priorisés pour définir une carence en fer fonctionnelle et que ça définit mieux le pronostic lié à une carence en fer chez les patients avec insuffisance cardiaque également. La prochaine diapo, dans le fond, c'est une autre façon de présenter les mêmes résultats. Donc, ça vous résume. Et on approche. Ici, on a regardé, ça aussi, c'est intéressant, mais on ne comprend pas encore tout ce qui est impliqué là-dedans. La mortalité de toute cause dans Heartfield. Ici, on voit qu'il y a une hétérogénéité de l'effet du traitement qui a besoin d'être mieux étudié avec une interaction complexe entre l'âge, le sexe et le traitement par le fer carboxymaltose. Alors là, c'est petit, mais si vous regardez les femmes, on dirait que plus qu'ils sont âgés, plus qu'ils bénéficient. Ça, c'est mortalité de toute cause durant tout le suivi. Alors qu'ici, on regarde à 12 mois où l'impact est encore peut-être plus différent. Donc, une femme plus âgée bénéficie du fer intraveineux et un homme plus jeune bénéficie du fer intraveineux. Donc, intéressant. Vous pouvez me dire après ce que vous pensez de ça. En même temps, à la Société européenne de 2023 au Congrès à Amsterdam étaient présentées les recommandations européennes mises à jour sur le traitement par le fer intraveineux dans l'insuffisance cardiaque et on disait pas mal la même chose qu'avant dans les autres groupes de recommandations, que le fer intraveineux est recommandé chez les patients symptomatiques avec fraction d'éjection réduite ou modérément réduite. Donc, on tombe ici avec des fractions d'éjection en bas de 50 et une carence en fer pour diminuer les symptômes et améliorer la qualité de vie pour une classe 1 de recommandation, comme on avait fait dans les guidelines canadiennes en 2017. Et classe 2A, donc, le fer intraveineux est recommandé avec carboxymaltose ou dérisomaltose pour les patients qui sont symptomatiques avec fraction d'éjection réduite et insuffisance cardiaque ou fraction d'éjection entre 40 et 50, carence en fer, pour réduire le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque avec les données qu'on vient de voir, qui n'étaient pas toutes publiées, mais évidemment, les gens étaient un peu au courant dans les recommandations. Ici, ça vient d'un résumé de ESC Heart Failure de 2017 avec les formulations de fer. Donc, là, je m'excuse, il y a des noms commerciaux, mais vous avez les noms génériques en haut qui sont disponibles. Ça, je ne sais pas, Dr. Vallée, vous me direz après si les diapos peuvent être transmises aux gens qui étaient inscrits. J'imagine que oui. Alors, ça nous dit un peu les différences entre ces formes de fer intraveineux qui peuvent être utilisées. Donc, effet indésirable du fer intraveineux, on en entend parler, on en a vu. Dans les essais cliniques de phase 2 et 3, avec le fer isomaltoside, donc, il y a des réactions indésirables qui ont été signalées chez 42 des patients. Et celles qui atteignaient plus que 5 des patients ici sont notées. Donc, nausée dans 2 céphalie 2 rhinopharyngite 2 diarrhée 2 constipation 2 étourdissement 2 346 effets indésirables graves qui ont touché 273 patients, donc 7 aucun effet indésirable grave est survenu pendant le traitement chez plus de 1 des patients traités. Et le plus fréquent, c'était la pneumonie et l'insuffisance cardiaque décompensée. Réaction d'hypersensibilité sévère, moins de 1 sur 200 000 perfusions ou infusions. Et elles sont similaires à noter entre le fer isomaltoside et le fer sucrose. Donc, même si parfois on peut penser
qu'un ou l'autre peut avoir des profils différents. Ça ne semble pas être nécessairement le cas. Prise en charge de l'hypersensibilité aux préparations de fer, expert canadien, consensus d'experts canadiens. Donc, si on a des symptômes aigus, on interrompt la perfusion, on prend les signes vitaux, évalue les symptômes. Mais si vous avez les différentes réactions qu'on peut voir, réactions plus graves, et l'anaphylaxie, comment prendre en charge l'anaphylaxie. Mais ça, c'est des choses que vous pourrez retrouver aussi sur le site de l'INES. Donc, cette diapo est tirée de qu'est-ce qui a été préparé par l'INES sur le fer intraveineux chez l'adulte en 2022. Donc, les personnes de 18 ans et plus qui présentent une carence martiale, qu'elle soit absolue ou relative, définie par au moins une des conditions suivantes. Bon, inférieure à 15, on a dit ça, c'est absolu et c'est important. Là, il faut vraiment chercher les causes, dont le cancer du côlon. 15 à 30, très probable. Contexte inflammatoire subaigu ou chronique ou périopératoire, une ferritine inférieure à 100, peut suggérer une carence martiale. Insuffisance rénale chronique à partir du stade 3, ferritine inférieure à 500 et saturation transférine inférieure à 30 peuvent suggérer un état martial sous-optimal. Et dans l'insuffisance cardiaque, ici, ce qu'on nous dit, c'est un peu les définitions qu'on vient de voir qui suggèrent la carence en fer. On a les définitions de l'OMS pour les définitions de l'anémie. Postpartum inférieur à 100, atteinte d'un cancer inférieur à 100 et 110 et qui pourrait bénéficier de fer intraveineux dans les conditions suivantes. Donc, dans inefficacité ou intolérance des préparations PEROS, dans l'insuffisance cardiaque, ça ne semble pas efficace. On pourrait croire que c'est vraiment vrai aussi dans les cas de congestion. Anémie sévère, absorption inadéquate, perte sanguine en continu comme les télangiectasies héréditaires, maladies inflammatoires intestinales actives, nutrition parentérale, hémodialyse chronique, anémie sévère durant la grossesse et certains cancers. Puis là aussi, on nous parle des différentes formulations de fer disponibles, gluconate ferrique, dérisomaltose ferrique et fer saccharose et avec les dosages, les dilutions, la durée d'administration minimale. Hein. On voit qu'on est dans le minimum 30 minutes, mais la plupart du temps, c'est 1 à 1,5 heures et fréquence minimale entre les doses minimum de 48 heures pour le gluconate ferrique et le fer saccharose et 7 jours pour le dérisomaltose. Et les doses habituelles qui dépassent rarement finalement 1000 grammes ou 2000 grammes en doses séparées. J'ai 10 grammes, mais c'est milligrammes, évidemment. Ensuite, surveillance et suivi, les considérations pour les effets secondaires plus graves qu'on a vus. Et avant, pendant et 30 minutes après la fin de l'administration de fer intraveineux, donc les signes vitaux, surveiller les effets indésirables, le début de la perfusion qui peut être modifié. Et on nous dit aux 15 minutes, surveillance étroite pendant les 15 premières minutes, ensuite aux 30 minutes jusqu'à la fin de la perfusion et 30 minutes après la fin de la perfusion. Maintenant, chaque environnement peut avoir des choses, des protocoles différents. Il existe des protocoles, des ordonnances préimprimées à l'Institut de cardiologie, dans les CLSC. Il y a toutes sortes d'ordonnances préimprimées ordonnances de groupe qui peuvent être utilisées et certaines sont disponibles sur le site de l'INES également. Donc, c'est tout pour aujourd'hui si on veut laisser le temps pour la discussion. Oui, donc merci beaucoup, Dr. O'Meara, pour cette excellente présentation, super intéressant. Je suis certain que beaucoup de ces données-là n'étaient pas connues par les professionnels de la santé en général, là. Donc, il est temps maintenant de poser vos questions. Vous pouvez utiliser, vous devez en fait utiliser la boîte là, poser une question pour pouvoir poser vos questions. Donc, il y a déjà quand même plusieurs questions. Donc, on a vu premièrement, en fait, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de les regrouper en certaines catégories, là, comme par exemple, on a vu des données dont plusieurs sont positives, là. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est l'amélioration de l'anémie à cause qu'on a donné du fer qui crée les bénéfices ou c'est le fait d'avoir donné du fer indépendamment de l'anémie? C'est la répression en fer indépendamment de l'anémie, hein, comme on a vu dans plusieurs de ces études-là qui l'ont précisé, qui l'ont regardé, qui l'avaient prévu de regarder ça. Donc, c'est vraiment l'amélioration de la carence en fer.
qui Donc, mène au bénéfice. l'effet du fer lui-même. Oui, parce que comme on a vu, il est utilisé beaucoup dans l'organisme pour différentes fonctions. C'est sûr que d'améliorer l'anémie va participer, mais dans les études, comme on vient de voir, c'est que ce soit pour les patients anémiques ou non anémiques, le bénéfice était similaire. Fait que ça nous dit que c'est vraiment la carence en fer là, qui a été réplétée, qui a été traitée. Et maintenant, quelques questions pratico-pratiques. Quelle est la dose de fer que l'on doit donner une fois qu'on a décidé là, que oui, ça c'est un patient qui n'est pas dans les cibles, donc on veut lui donner du fer. Quelle est la dose qu'on devrait donner? Ben c'est ça, il existe des tableaux, je vous en ai montré un là, avec le poids et l'hémoglobine de base. Je vais essayer d'en trouver un. Puis c'est là-dessus, nous, dans nos trucs préimprimés, là, ordonnances préimprimées, ici, on voit pas ça, mais il y en avait une diapo qui montrait ça. Donc, on va regarder selon l'hémoglobine de départ et je sais pas, docteur Vallée, ce que vous faites, vous, là, voyons, je la retrouve plus. Oui, je pense que c'est Mais pas. Non, je pense qu'on peut le retrouver dans le. Parce que je pense que tu n'avais pas présenté l'ensemble du document de l'INES, là. non, c'est ça. Ça peut se retrouver sur le document de l'INES. Ben, nous, en néphrologie, on utilise surtout à coût de 1 gramme mais nous, c'était peut-être un peu différent parce que le fameux 1 gramme, c'est la dose qui a été étudiée pour être capable de réduire les doses de PO. Parce que nous, ce qu'on n'aime Oui. pas par rapport à l'utilisation de l'EPO, c'est que l'EPO est associé aux thromboses, là, ce qui Oui. fait que, et c'est surtout associé aux hautes doses de PO. Puis Mhm. quand on donne beaucoup de fer, on est capable de réduire la dose de PO, puis la quantité de fer qui a été bien démontrée étant capable de réduire le PO, c'est le fameux 1 gramme. Donc, nous, c'est pour ça qu'on le donne à coût de 1 gramme. Mais Oui, nous j'imagine. aussi, en fait, c'est exactement dans la plupart des cas, là, mais il y a des chartes en fonction du poids du patient, son hémoglobine de base, Ouais. donc qu'on va utiliser. Là, c'est dans les trucs de l'INES, mais j'en avais montré une avec les diapos orange là, qui montrait c'est une revue publiée là, sur les différentes formulations. Là. Donc, quelqu'un est en train de la chercher. Là. Ouais. C'est ça. Donc, on voyait là, selon les différents, ça a dû passer en quelque part, mais finalement, c'est ça. Il faut quand même regarder Ouais. d'où est-ce qu'on part puis combien on pèse, là, parce que c'est sûr que la personne qui pèse 40 kilos, puis qui part avec une hémoglobine à 120, on va pas. Ah, c'est ici, exactement. Ben, en fait, c'est dans une des études, ben, voyez-vous, ça peut ressembler à ça, là. Donc, OK, 50 oui. à 70 kilos, puis l'hémoglobine qui est ici. Mais en fait, dans nos chartes, là, on a plus d'options. Puis la plupart du temps, moi, le max que je vais donner, c'est 1500 sur plusieurs doses quand on estime qu'il y a un gros déficit en fer, mais la plupart du temps, ça va être 1000. Donc, Ouais, 1 c'est ça. gramme, c'est ça. Parce que si on utilise ça qui ressemble un peu à ce que l'INES propose, là, la plupart du temps, on tombe presque pile à 1 gramme de toute façon. Alors, c'est la dose, effectivement, en tout cas que nous autres aussi, on utilise le plus souvent. Parfait. Donc, au niveau, toujours dans les considérations pratiques, est-ce que il y a un intervalle à respecter après la dose de fer, c'est-à-dire en termes de contrôle? Dans combien de temps on fait les contrôles? Ben c'est ça, comme on voit ici, merci à la personne qui a replacé la diapo. Là. Donc, on avait semaine 4. Là, au début, ben c'est ça, hein, on s'aperçoit qu'il y a une carence sans fer. Puis là, on va donner comme, disons qu'on choisit du Venofer, pour ne pas nommer de nom commercial, je m'excuse. Alors là, on peut dire, on va donner 3 doses de 300 aux 2 semaines, mettons. Fait qu'ici, bon, on est autour à 1 mois. Là, on veut répléter à 1 mois et demi. Puis ensuite, mois 4, puis ensuite aux 4 mois. Je pense que ça, c'est un schéma qui est raisonnable aussi pour les déplacements, évaluation du patient. Je ne sais pas ce que vous faites en néphro, là. Oui, ben nous, c'est aux 3-4 mois, fait que ça ressemble. Ouais. Mais effectivement, si on est obligé on peut en donner jusqu'à 2 fois par année sans trop s'inquiéter, mais quand on est rendu à plusieurs fois dans l'année où le patient est jamais dans les cibles, là, il faudrait se poser la question Ouais. aussi, est-ce qu'il est en train d'en perdre du fer, puis faire une investigation ensuite pour une cause de perte de fer, là, qui est la plupart du temps digestif. Oui. Et c'est Mais tant ça, on qu'on est recherche.
Mais c'est ça, j'allais dire, tant qu'on est à une ou deux fois par année, là, on ne s'inquiète pas, là, mais quand on dépasse ça, il faut se poser des questions, en effet. Ouais. Oui, ou ferritine inférieure à 15, là, c'est ça qu'ils nous disent, Oui. nous, dans les protocoles. Euh, donc, c'est bizarre, là, c'est quand même assez rare. Là, même si la ferritine n'est peut-être pas le meilleur marqueur pour la réponse au fer, c'est quand même, en quelque part, là, il y a un déficit important en général à ce moment-là. En bas de 15, c'est particulièrement bas, là. Oui. Et bon, dans les études, est-ce que, on en a parlé, des effets secondaires, là, mais est-ce que les effets sur l'infection, est-ce que ça ressort à un moment donné, ce risque augmenté d'infection? C'est toujours une inquiétude là, chez les cliniciens là, que ça pourrait augmenter le risque d'infection. Est-ce que ça s'est avéré qu'on l'a retrouvé dans certaines études? Non, mais comme on a vu, il y a au moins une étude là, qui avait exclu les patients avec une infection active, et je pense que j'ai pas revu tous les protocoles, mais c'est sûr qu'une infection active, on a plus de gènes. Moi, quand c'est dans un contexte, mais il n'y a pas eu d'augmentation des infections chez les patients qui n'avaient pas l'air infectés au début, là, dans les essais cliniques qu'on a vus. Tu sais, les effets secondaires étaient balancés, même avec moins d'effets secondaires cardiaques, comme on a vu là, dans l'étude qu'on a présenté, la sécurité. Mais mettons aux soins intensifs, c'est sûr que ça dépasse le cadre de moi, je ne vais pas donner de fer intraveineux chez quelqu'un qui a une infection active comme une septicémie, là, tu sais, une infection grave. Là, il faudrait vraiment prendre peut-être des risques, là, bien que c'est théorique. Hein. En effet. Puis nous autres aussi en néphrologie, là, qui est aussi un domaine où le fer a été beaucoup étudié. Les gens infectés sont exclus, fait que nous, on n'a pas tendance à en donner pendant les infections, ça c'est sûr. C'est ce que je pense la prudence commande, là, forcément. Là. Oui. Maintenant, d'autres questions. Donc, on a vu qu'il y avait des seuils pour donner du fer. Est-ce qu'il y aurait un bilan martial ou une ferritine cible aussi, là? Ben, c'est ça. Moi, je regardais, en fait, ça, ils en ont parlé dans l'étude au UK, qui est celle-ci, là. Si la ferritine restait en bas de 100 ou la T7 en bas de 25, on en redonnait. Puis ferritine maximum 400. Puis ça, dans les discussions qui ont circulé à l'ESC après les présentations de Heartfield, c'est ça que les gens disaient. Tu sais, si tu as une ferritine en haut de 400, tu n'as aucune donnée pour montrer que c'est sécuritaire de continuer à donner. Là, on parle de l'insuffisance cardiaque. On sait qu'en faux, je pense d'aller monter un peu plus, comme 500. On est à 500, oui. C'est ça. Donc, nous, c'est 400. Tu sais, puis, donc, je pense qu'on n'a pas de bénéfice attendu. Puis des fois, c'est ça, elle sort plus tard. Hein? Alors là, on passe notre temps à parler aux patients, on va vous donner du fer intraveineux, tout ça, mais je vais attendre vos résultats. Puis à la fin de la journée, la diantre de ferritine sort à 350. Fait que là, comme un peu d'hésitation, là, parce qu'on n'aurait pas donné avec nos critères de base en bas de 300. Fait que c'est ça. Ben, c'est ça. Nous, à 450 même, on en donne. Mais encore une fois, nous, c'est surtout dans le but éventuellement de réduire la dose de PO. Mais certainement qu'en haut de 500, on n'en donne pas parce que là, à ce moment-là, on commence à être dans une zone où on craint même la surcharge en fer éventuellement, là. Quoi qu'on n'en a jamais vu à cause causée par le fer qu'on a donné. Mais c'est peut-être justement parce qu'on est prudent puis on se donne un maximum. Là. On suit les recommandations, donc maximum de 500. Mais vous autres à 400, là, c'est très, très proche. Là. Oui, puis aussi, je ne l'ai pas mentionné, je n'ai pas montré la diapo des guidelines américaines, mais ça disait la même chose que les guidelines canadiennes et européennes, sauf qu'il y a une recommandation de classe 3, donc pas de bénéfice, mais en fait de harmful. Je m'excuse pour l'absence de traduction, mais c'était même délétère de donner une érythropoïétine aux patients insuffisants cardiaques après son injection réduite. Ça avait été montré il y a longtemps dans l'étude du RED-HF, mais on faisait quand même des hémoglobines à 135, autour de 135, et c'était peut-être trop. Il y avait plus d'événements thromboemboliques. C'est encore un de mes collègues qui me l'a demandé dernièrement. Tu sais, est-ce que chez cette patiente insuffisante cardiaque qui attend une procédure, je ne devrais pas donner une érythropoïétine. Ben, j'ai dit là, puis aux soins intensifs, semble-t-il que des fois, ils ont des protocoles très agressifs. Je dis, en fait, on a des données qui suggèrent de ne pas faire ça, tu sais, parce qu'il y aurait plus d'événements thromboemboliques. Là.
Fait que c'est sûr que des fois, il peut y avoir des contextes particuliers, si on a une grosse insuffisance rénale, etc. Mais en insuffisance cardiaque, c'est une recommandation de classe 3. Parfait. Il y a des questions sur les diapos s'ils vont être disponibles. Donc, effectivement, oui, comme à chaque webinaire, les diapos vont être disponibles là, éventuellement sur le site de la SSVQ. Puis aussi, la conférence va être disponible très bientôt sur notre chaîne YouTube aussi. Mon Dieu. Donc, oui, ça va être très intéressant pour les gens qui veulent revoir ou les gens qui veulent consulter les diapos. Donc, on parle aussi de la sorte de fer à utiliser. Donc, on a vu beaucoup de résultats avec le fer isomaltosique. Est-ce qu'on peut extrapoler ces résultats-là aux autres formulations de fer intraveineux? Ben moi, fer carboxymaltose, à ma connaissance, nous, on l'a pas. Donc là, je ne veux pas nommer de noms commerciaux, mais on a monofer et le Vénofer. Et dans les CLSC aussi, on a isomaltoside, tel que selon l'INES. Fait que moi, je ne vois pas de différence entre ces formulations de fer en termes de bénéfices dans l'insuffisance cardiaque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Dr. Vallée. Ben non, je pense qu'il n'y a pas de différence, je pense, en effet. C'est juste que pour certaines formulations de fer, pour obtenir le 1 gramme, ça prend plusieurs visites au CLSC, notamment. Tandis que il y a certaines formulations de fer, on peut donner 1 gramme tout d'un coup, donc ça, c'est un avantage. Mais pour ce qui est, si on donne la même dose au final, je pense qu'on peut penser obtenir les mêmes résultats, peu importe la sorte de fer intraveineux qu'on va utiliser. Comme par exemple, nous, en dialyse, on utilise une formulation de fer qui se donne 125 mg et donc, il faut donner 8 doses pour avoir 1 gramme. Les patients en dialyse, donc, ils viennent à 3 fois par semaine. Ça veut dire que ces 8 doses-là vont être données en à peu près 3 semaines. Mais on ne pense pas que ça a une certaine importance de donner 1 gramme au début du mois versus prendre une partie du mois pour obtenir notre gramme. Je pense que c'est pas nécessairement un enjeu. Par contre, quelqu'un qui est en externe, aller plusieurs fois au CLSC, ça peut être un enjeu, par exemple, pour le patient. Donc, une question, je ne sais pas si tu avais un autre commentaire sur ça. Non, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Puis ce qu'ils nous disent aussi, c'est de donner le minimum de doses autant que possible là, pour éviter, parce qu'on a des risques d'effets secondaires normalement à chaque fois. Là. Puis on en voit des fois des grosses hypotensions, tout ça. Là. Habituellement, c'est bien réversible, là, mais quand même, là, il peut y avoir des conséquences. Mais comme on a vu, finalement, au niveau cardiaque, il ne semble pas y avoir plus, peut-être même moins d'effets secondaires avec certaines formes au moins. Ça a été démontré, mais je pense qu'il y a assez de données avec les formulations de fer qu'on a vues là, pour que ça soit sécuritaire. Puis avec ce qui est dans l'INES aussi, on a dit tout quoi faire. Donc, Et une question sur le fer paros. Un patient chez qui on découvre donc une indication de fer qu'on va donner intraveineux éventuellement. Est-ce qu'à ce moment-là, on arrête temporairement le fer paros, on le reprend après ou on l'arrête définitivement parce qu'on considère que ça n'a pas marché? ben, voyez-vous, dans l'étude de Hartfield, il nous disait finalement qu'on pouvait le continuer. Dans le début de l'étude, il y a un amendement, les multivitamines qui contiennent du fer ou le fer Peros, on pouvait le continuer si le patient le tolérait bien, parce qu'on considérait que ça marche pas vraiment de toute façon. Alors, il y en a certains, quand même un faible pourcentage là, qui ont continué, parce que c'est sûr que c'est encore un autre médicament, puis tu en prends déjà, dans le cadre de l'étude. En autant que dans les deux groupes, c'était la même chose, ce qui était le cas là, pour qu'on puisse avoir des données concluantes. Mais je ne serais pas portée, moi, parce que les patients insuffisants cardiaques, ils ont tellement de médicaments. Si tu peux leur en enlever un, je veux dire, parce qu'il va bénéficier, on espère, du fer intraveineux, à ce moment-là, je l'enlèverais. Mais il y a certains patients, comme des personnes âgées, qui sont très difficiles à déplacer, tu sais, puis pas beaucoup de CLSC que je connais qui vont aller donner du fer intraveineux à la maison. Là, j'en ai jamais vu. Alors, eux autres, ils vont dire, ah non, moi, je prendrai pas le transport adapté à ce prix-là, puis tout ça, pour aller me faire donner du fer intraveineux. Donc, puis des fois, c'est des personnes très âgées, tout ça, ben tu dis, je vais l'essayer de faire Peros. Puis dans certains cas, ça fonctionne. Tu sais, on voit l'amélioration des indices. Je pense pas qu'il faut l'enlever complètement de la carte là, dans certains cas.
Oui, c'est super intéressant ce que tu dis. Nous, en néphrologie, c'est vraiment le DFG, hein. Donc, un DFG en bas de 30, on a tendance à arrêter le fer péros parce qu'à ce moment-là, l'hepsidine notamment s'accumule. L'absorption du fer diminue beaucoup, l'absorption intestinale du fer diminue beaucoup, ce qui fait qu'en bas de 30 de DFG, on considère en général que le fer par la bouche ne va pas fonctionner. Mais certainement qu'en haut de 30 de DFG, ça vaut la peine de l'essayer. Et souvent, avec la patience, là, ça va fonctionner. Surtout s'il n'y a pas d'effet secondaire, là, on peut le continuer. Mais nous, en néphrologie, dès qu'on voit qu'un patient développe une indication de recevoir du fer intraveineux, on considère que c'est un échec au fer péros, puis là, on va l'arrêter, par exemple. Ben, c'est ça, quand tu as un DFG en bas de 30, là, ça prend un Ouais. néphrologue. Ouais. Et il faut se rappeler qu'en bas de 30, le fer péros, très, très peu absorbé, encore moins que chez les gens normaux qui, déjà, en partant, n'est pas tellement bien absorbé. C'est un élément qui est à la base peu absorbé. Maintenant, Excellent. d'autres questions. On achève, là, mais il y avait beaucoup de questions. Là. Je voudrais en faire le plus possible. Là. Euh, Donc, il y avait des questions sur quand est-ce faire une investigation pour perte de fer. On en a parlé. Voyons, j'avais une question tantôt qui était super intéressante, mais là, je l'ai perdue. Ah oui, mettons pendant une hospitalisation. Est-ce qu'on peut donner des doses de fer donc à tous les jours, aux 48 heures ou à chaque semaine? C'est quoi un peu le protocole à ce moment-là? Bien, on le fait effectivement, hein, en dehors d'une grosse infection aiguë, on le fait et souvent, on va en profiter pour donner le maximum. Tu sais, on a vu tantôt un tableau qui nous montrait, ben ça, le minimum d'intervalle entre les doses, c'est 48 heures. Fait qu'on le fait. On le fait souvent, puis on va donner 3 doses aux 48 heures. Là. Donc, durant la semaine où le patient va continuer d'être hospitalisé. Euh, ça se fait souvent en insuffisance cardiaque. Je pense que c'est logique aussi. On profite de cette hospitalisation-là pour épauler le fer. Puis est-ce qu'il y a des données qui sous-tendent ça, le fait de le donner aux 48 heures plutôt qu'à tous les jours ou plutôt qu'attendre une semaine? Bien, c'est plus les données qu'on a vues sur les monographies de produits, je dirais. Là. Je pense que c'est plus. Puis selon les demi-vies, en effet, là, les gens qui sont représentants pharmaceutiques qui sont peut-être dans la salle pourraient nous répondre en ligne ou quoi. Mais tu sais, je pense que moi, je vois pas, ça n'a jamais été. Je sais qu'il y a des protocoles de soins intensifs, là, de répression intense avec les ESA et compagnie, mais c'est pas tellement pour nos patients insuffisants cardiaques. Là. Dans l'insuffisance cardiaque, je pense pas que j'ai rien vu qui recommandait plus rapproché qu'aux 2 jours. Bien, et donc peut-être une dernière question pour terminer. Est-ce que ce qu'on a vu sur, la question a été répondue pendant la présentation, mais juste pour être sûr que tout le monde comprend bien. Donc, les données qu'on a vues en insuffisance cardiaque, fraction d'éjection préservée, est-ce qu'on peut les appliquer aux gens avec fraction d'éjection préservée? Ben c'est ça, il y a pas, tu sais, comme la plupart des données ont été centrées sur les patients qui avaient des fractions d'éjection inférieures à 50. On a vu là, dans cette espèce de tableau de Savarizé qu'en haut de 50 on a quand même un lien avec les issues cliniques pour la carence en fer. Mais il n'y a pas comme on est plusieurs au Canada à avoir proposé à des compagnies pharmaceutiques de faire des grosses études en fraction d'éjection préservée avec le fer intraveineux, mais beaucoup attendaient les résultats des dernières études qui, là, je pense qu'il va falloir en apprendre plus sur c'est qui les patients qui vraiment bénéficient le plus. On a parlé des femmes plus âgées, peut-être des hommes plus jeunes. On a parlé, et ça, c'est probablement encore plus vrai, de la saturation en bas de 20 et du fer en circulation qui est peut-être plus important que la ferritine elle-même. Puis si on regarde la ferritine, il faudrait regarder comme des niveaux vraiment plus bas. Mais la TSAT est peut-être le meilleur indice. Puis là, ben ça, c'est évidemment là, comme on le sait tous, faire des essais cliniques, ça coûte plusieurs millions. Alors, il y a personne qui est intéressé à nos affaires de fraction d'éjection préservée. Mais pourtant, et puis, une autre question qui reste importante, c'est les SGLT2 inhibiteurs. Parce que là, maintenant, on n'a pas de grosses études où tous les patients avaient des SGLT2 inhibiteurs. Puis vous allez en avoir en insuffisance rénale aussi. Puis nous aussi. Fait que je pense que ça va amener des données
plus moderne. Si jamais on fait des fractions d'éjection préservées, on pourrait donner un SGLT2 inhibiteur à tout le monde qui a une indication et faire intraveineux ou non. Là, ça serait vraiment... je suis en train de donner des idées d'études comme si rien n'était, Oui. mais jusqu'à présent, personne n'était intéressé de toute façon. Alors, eh bien, c'est tout le temps qu'on avait et encore qu'on a répondu à la grande majorité des questions, mais il y avait beaucoup de questions. Je pense que ça a beaucoup intéressé les gens. Alors, merci beaucoup, Dr. O'Meara, d'avoir été avec nous donc ce soir pour cette conférence super intéressante qui a suscité beaucoup d'intérêt. Alors, Ben, merci à vous pour l'invitation et pour l'interaction parce que c'est vraiment intéressant je pense que vous êtes des experts, les néphrologues, dans l'affaire intraveineux. On a encore beaucoup à apprendre de vous. Oui, bien là, nous, on l'a étudié pendant de nombreuses années, mais c'est un contexte où on le donne en association avec de l'EPO. Donc, il y a toujours l'EPO qui est un peu qu'on aime là, parce que ça nous empêche de donner des transfusions à répétition, mais qu'on n'aime pas en même temps parce que ça augmente les thromboses. On veut trouver des façons de réduire les doses. Le fer nous aide dans cette optique-là, mais on n'a pas d'études là, comme avec des outcomes durs comme vous autres là, avec le fer intraveineux. Fait que ça, on en apprend beaucoup aussi de l'autre côté. Là. Fait que je pense certainement qu'un patient insuffisant rénal avancé et insuffisant cardiaque, c'est peut-être la personne qui en bénéficie le plus finalement. Hein. Oui, tout à fait. Alors donc, ça m'amène, avant de vous quitter, à justement cette diapo sur notre site YouTube. Donc, vous pouvez revoir hein, nos anciennes conférences sur notre chaîne YouTube et celle-ci va en faire partie là, très bientôt. Puis aussi les diapos sur notre site de la SSVQ. Et en terminant, bien, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de remplir l'évaluation. N'oubliez pas aussi de remplir la section surtout des sujets que vous voulez entendre à la SSVQ. Ça, c'est notre évaluation de besoin. Là. Pour nous, c'est important, vos suggestions. C'est comme ça qu'on planifie les prochains événements. N'oubliez pas le prochain, dans un mois à peu près, là, sur les saignements. Notre conférence sur l'environnement le 5 juin et revenez sur notre site Internet régulièrement pour les prochaines conférences là, qui vont reprendre ensuite là, à l'automne prochain. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, bye bye.